Salut Alban, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi qu'on ait enfin pu trouver un créneau pour avoir cette conversation tous les deux. Euh, Avant de plonger dans cette conversation, moi j'aurais à cœur que tu puisses nous en dire un petit peu plus sur qui tu es. Et j'ai pour habitude de entamer ces conversations par ces trois questions. Qui es-tu? Qu'est-ce qui a le pouvoir de te mettre en joie? Et qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie? Waouh. Bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation. Qui je suis? Du coup, Alban. J'ai différentes casquettes et ça me plaît d'avoir différentes casquettes. Donc, je suis coach d'orga, coach pro, conférencière. Je fais pas mal aussi des sujets sur l'engagement des équipes au travail. Et je pense que je peux dire que je suis une passionnée aussi. Voilà, plein de choses qui me passionnent dans la vie. Et redis-moi du coup les Qu'est-ce qui a deux le autres. pouvoir de te mettre en joie? Ce Et qui qu'est-ce qui est me essentiel? Ouais. Ce qui me met en joie, honnêtement, c'est les temps avec des humains. Ça me met en joie d'avoir du temps avec les personnes qui sont chères à mon cœur. Ça me met en joie d'avoir des temps de coaching, enfin des choses, tu vois, ça se connecte. Et ça va rejoindre quand même ce qui est essentiel pour moi. Ce qui est essentiel pour moi, je dirais du coup la connexion, tu vois, ça fait la suite. C'est Hmm. pouvoir créer des moments de connexion. Je pense que la connexion, elle est essentielle et ça nous fait vivre aussi derrière. Hmm. Merci. Ça nous donne une couleur un peu plus précise de qui tu es. Euh, Moi, je suis très heureux de t'avoir dans ce podcast, Alban, pour plusieurs raisons qui vont être un peu les différents pans de notre conversation. Le premier, c'est la singularité quand même de ton parcours et de ce qui t'a amené au coaching. Puis moi, je vais avoir à cœur de t'entendre sur ces aspects-là. Euh, Puis ensuite, tu es quelqu'un, comme tu le disais, qui pour moi incarne le fait d'être passionné. J'ai l'impression que il y a plein de sujets qui t'intéressent et que tu as la faculté, dès lors que tu en touches un, d'aller très loin dedans. Tu fais pas les choses en surface. Et puis, ta passion du moment, c'est la thématique du temps. Donc, moi, je vais avoir à cœur aussi de t'entendre là-dessus. Et puis, dans un dernier temps, moi, j'aurais aussi envie qu'on puisse échanger sur les deux sur bah, c'est quoi ta vision du coaching, comment toi tu le vois, comment tu chemines, comment tu t'améliores dans cette pratique-là. Et puis, comment tu es venu y adjoindre aussi une activité de conférencière, puis comment ces deux activités-là se nourrissent l'une et l'autre. Et puis, moi, je vois ça comme quelque chose de très poreux, mais j'aurais à cœur de t'entendre là-dessus. Voilà ce qui nous attend pour la conversation d'aujourd'hui. Trop bien. Cool, on se lance? Allez. Super. Et donc, je le disais en introduction, un des éléments qui est quand même très singulier chez toi, c'est ton parcours avant d'arriver à un métier d'accompagnement. Donc, moi, je serais intéressé à, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ont été tes premières amours en termes professionnels? Ouais, oui, c'est vrai que le début est peut-être un petit peu atypique. Je pense que mon premier amour, il est né très très tôt parce que en fait, j'étais déjà passionnée des étoiles quand j'étais petite et j'ai rencontré un astrophysicien quand j'étais au collège. Donc c'était vraiment juste une rencontre, tu sais, quand les parents ils peuvent présenter leur Ouais, métier. Voilà. Sauf que là, c'était le mari de ma prof d'espagnol ok. qui est venu présenter son métier et en fait, moi, j'ai vu astrophysique. Tu vois, enfin, j'étais jeune, mais je vois astro, je vois physique, je me dis, bon, il y a quelque chose. Et là, je suis allée discuter avec lui et j'ai fait, c'est bon, plus tard, je serai astrophysicienne. Hmm. Donc là, j'avais 12 ans. Et je me suis dit que 12 ans, un bac plus 10, franchement, c'est presque mon âge de vie, mais tout va bien. Vraiment, ça me faisait pas du tout peur. Donc j'ai gardé ça en tête. Et c'est vrai que je suis quand même allée en prépa. Et après, je me suis dit, OK, je veux vraiment faire de l'astrophysique. Et je suis partie à la fac pour faire de l'astrophysique. Hmm. Donc je suis allée jusqu'au bout, tu vois, de mon sujet. Mais c'est vrai que déjà, quand j'étais, je pense, en M1 d'astro, je me suis rendu compte que oui, ça me plaisait, mais que je voudrais pas en faire mon métier toute ma vie. Ok, Tu vois, il y a eu déjà ce premier truc de peut-être que je ferais pas qu'une chose. ok. Et voilà, je voulais aller au bout de ce que j'avais, enfin, là où j'en étais. Mais en me disant, je ne ferai pas mon métier derrière. Je ne vais pas aller faire une fin de thèse, postdoc, etc. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, c'est purement de la sérendipité, c'est que j'étais dans un labo, du coup, donc à l'IPAG à Grenoble, et en face, il y avait un gros bâtiment rouge. Hmm. Je me demandais ce que c'était. Je suis allée voir et c'était l'IAE. Et en fait, ils avaient une porte ouverte, et là, c'est un truc d'intuition, tu vois, j'ai tilté sur un master en management de l'innovation. Ok, Et donc, ça a été ça ce qui m'a fait switcher. ok. Parce que quand tu as ton sujet de thèse, en fait, tu as le droit à 1 an de pause, entre guillemets, en gardant ta place. Ok. Et donc, je me suis dit, vas-y, je fais un M2, et puis au pire, je reviens.
Ok. Sauf Donc, tu as que- fait une pause dans ton parcours d'astro Oui. avec ce master en management. Et ensuite, Et ben ensuite, je suis jamais revenue. ok. Je suis jamais revenue. J'ai découvert le métier de coach agile Hmm, parce qu'il y avait plein d'intervenants et d'intervenantes. J'ai découvert la facilitation ok. à ce moment-là. Et ça, gros coup de cœur. Coach agile, gros coup de cœur. Je me suis dit, ok, maintenant je veux devenir coach agile. Ok. C'est terrible. Ok. Tu vois, genre vraiment, comme tu dis, en fait, j'ai des focus et j'ai vraiment envie d'aller au bout de mon focus avant de potentiellement faire autre chose ou ajouter quelque chose. Hmm, Et donc voilà, donc j'ai commencé en change. J'ai pas été coach tout de suite. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un mentor, donc de pouvoir devenir coach agile. Et puis c'est pendant ces années-là que je me suis dit, en fait, il me manque quelque chose. Je trouvais qu'il manquait justement la posture coach. ok. Parce que dans coach agile, il y a quand même coach. Mais alors oui, on apprend à pouvoir faire de la facilitation, à mentorer, à aussi plus ou moins faire des cours aussi, faire des formations, à accompagner. Mais la posture coach, on l'apprenait pas vraiment. Et donc c'est là où je me suis dit, ok, je vais faire un 3e master pour devenir coach pro. Ok. Donc voilà Ok. un peu le grand parcours. Ok. Donc, enfin, moi, ça m'amène juste une ou deux questions de précision. Juste, mais là, c'est de la curiosité. C'était quoi ta thématique de recherche lorsque tu étais en astro? Juste pour voir le grand écart que ça peut représenter, en fait. Ouais, alors je travaillais en magnéto-hydrodynamique sur les jets d'étoiles en formation. Ok. Donc derrière, qu'est-ce que ça veut dire peut-être Pour les moldus, voilà, tu vois. En fait, les étoiles, quand elles sont en train de se former, donc quand c'est encore des bébés étoiles, elles ont différentes étapes. Moi, je travaille sur les théories, donc c'est un type d'étoile. Et en fait, on a remarqué qu'à une étape, donc tu as ton disque d'accrétion, tu vois, tu as ta matière qui accrète. Et en fait, il y a 2 jets très collimatés qui sortent de l'étoile, donc elle expulse de la matière. Ok. Et donc moi, je travaillais là-dessus. Ok. J'essayais de comprendre en fait comment ça fonctionnait et si potentiellement ça pouvait ralentir la rotation de l'étoile. Parce Ok. qu'en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, les rotations, elles sont plus lentes que ce qu'on a dans nos calculs. Donc il y a quelque chose qui a ralenti la rotation de l'étoile et on voulait voir si c'était les champs magnétiques qui étaient ancrés dans l'étoile, entre guillemets. Ok. Et donc là, forcément, moi, ça m'amène. Moi, tu vois, je pourrais t'écouter parler des heures de ça, parce que je trouve ça un sujet fascinant. Mais forcément, ça m'amène dans mon monde. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est sans fin, dans lequel on peut s'engouffrer une vie entière sans en avoir évidemment fait le tour. Et donc, qu'est-ce qui fait que d'un sujet aussi dévorant, d'un coup, il y a l'envie de switcher sur plutôt du coaching, en fait? Alors je pense que c'était surtout aussi le contexte. Ok. Il faut savoir qu'en astrophysique, on sacrifie beaucoup de choses. En Mhm. fait, moi je travaillais jusqu'à minuit, 1 heure tous les jours, week-end compris, jours Mhm. fériés inclus. On a beaucoup de vacances normalement en astro, mais en fait personne ne les prend. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment un métier de passionné. Et donc faut savoir ça. Il faut savoir qu'il y a énormément de compétition. Il faut être le ou la meilleure. Mhm. Et je n'étais pas la meilleure, pour être honnête. Donc je taffais 10 fois plus parfois que les petits génies qui sortaient du labo. Et c'est très bien qu'il y en ait parce qu'il faut bien que ça avance, en tout cas la science. Et donc il y a ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas de poste fixe avant en moyenne 35 ans. Mhm. Et que les femmes ont Mhm. encore plus de difficultés à trouver un poste fixe parce que les labos, souvent, n'ont pas beaucoup de budget, voire sont un peu au bord de la faillite. Mhm. Moi, parfois, je recevais mon salaire beaucoup plus tard. Ok. Voilà, on savait que c'était compliqué et du coup, ils avaient d'autant plus peur de recruter des femmes. Ok. Parce que si tu voulais des enfants, tu avais 2 choix. Soit tu faisais tes enfants pendant ta thèse, et j'ai vu des femmes faire ça, et franchement, c'est exceptionnel de réussir à faire ça. Sinon, tu attends d'avoir un poste fixe. Mhm. Donc 35 ans. Ouais. Ok. Donc j'entends que l'environnement a presque dicté, enfin pour toi a impacté aussi, a joué un rôle dans le choix que tu as fait de te réorienter. Alors ça a joué un rôle, mais ce qui a actionné vraiment, Ouais. c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient aussi. Et que en fait, tout le monde mangeait astro, dormait astro, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais envie de parler aussi d'autres sujets. Ok. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de consacrer l'entièreté de ma vie à ça. Je Ok. n'étais pas assez passionnée pour, et je suis OK avec ça. Ok. Trop bien. Merci pour ça. Et donc, on arrive ce moment où de ce gros cube rouge, ça devient une passion suffisante pour t'y engager. Comment toi tu chemines dans ces débuts, tu vois, je me mets à ta place, jeune astrophysicienne qui se dit ah tiens, le coaching et l'accompagnement en entreprise et puis l'agilité en l'occurrence là, ça a l'air cool. Comment tu t'organises pour faire que ça devienne une réalité pour toi, ça? Hum, je pense que j'ai un profil assez ambitieux. Donc, quand j'ai des objectifs en tête, j'y vais un peu à fond.
Et donc j'avais mes objectifs, donc j'ai fait un peu mon plan d'action, on va dire. Et après, j'y suis allée aussi à l'audace. Tu vois, je voulais devenir coach agile. Bah, je suis allée chercher un mentor pour qu'il m'emmène sur le terrain parce que je voulais apprendre sur le terrain. C'est ce qui m'a permis d'être assez rapidement coach agile et que des clients m'ont fait confiance pour embarquer parce que j'ai appris directement vraiment dans les équipes avec mon mentor. Et après, pour le coaching pro, bah, pareil, j'ai appelé plein d'écoles, j'ai fait mon petit benchmark et puis après, j'ai essayé d'aller voir avec mon entreprise pour pouvoir y aller. Et donc, je me suis un peu battue. Ouais, au début, j'ai eu un non. De la part de ta boîte? Ouais. Ouais, ok. Donc, je me suis battue. Voilà, je me suis battue contre les injonctions aussi. Je me souviens d'un ancien manager, quand je lui ai présenté mon projet, qui m'a dit de toute manière, aucun manager voudra être coaché par une personne plus jeune que lui. Ok. Voilà, et c'est pour ça que je me suis spécialisée dans les croyances. Hmm. Un peu. Enfin, ça m'a Spécial a dédicace posteriori, à je ce me dis, manager. voilà, donc, c'est ça. J'ai ouais. fait, ok. Ok. Tu vois, je suis un peu tenace. Donc voilà, si un chemin marche pas, je vais en trouver un autre, quoi. Ok. Et en termes, bon, effectivement, dans ce podcast, on met aussi un focus particulier sur la notion de formation au coaching professionnel, sans rentrer dans trop de détails, parce que ce n'est pas les éléments les plus, sur lesquels on voyait le plus de valeur à discuter. Mais en quelques mots, ça a été quoi pour toi ton expérience de formation au coaching professionnel? Quel regard tu poses là-dessus? Oui, alors moi, du coup, c'était un master. Ouais. C'était un an et demi, je crois. Avec plus le mémoire, etc. J'ai beaucoup aimé cette expérience, je la trouve très transformante en vrai, parce qu'on apprend, mais en fait on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Moi c'était l'année du Covid, donc en fait la formation est passée d'un coup à distance, donc même les profs n'avaient pas l'habitude de faire ça, donc ça s'est fait un peu sur le coup, et je me souviens que justement les orgas avaient un peu peur que ça crée moins de liens dans notre promo. Et au final, on est toujours en lien aujourd'hui. Donc, tu vois, finalement, ça a créé quelque chose de différent. Alors qu'il y a des personnes que je n'ai jamais rencontrées. Du coup, parce que c'était censé être à Paris, mais en fait, on venait de plein d'endroits différents. Ok. Donc, ouais, j'ai ce regard, en fait, d'avoir justement des regards croisés grâce aux différents groupes. Ça a créé quelque chose. Et oui, de pouvoir faire ce cheminement, d'avoir quelque chose d'assez, entre guillemets, aussi cadré. Ouais. Dans le sens où on avait aussi un suivi psy qui nous était demandé de faire à côté, que je trouve essentiel également. Il y a notre cheminement, il y a tout ce qu'on vient apprendre dans les sessions, tout ce qu'on fait en apprenant aussi avec les personnes qui veulent bien être coachées quand on est en apprentissage. Yes. Donc, okay. Voilà. Et moi, curieux de qu'est-ce qui t'a amené à faire le choix d'un master dans le marché sur le marché de la formation au coaching professionnel, il y a aussi des écoles privées ou en tout cas qui ne sont pas liées à un parcours de master. Qu'est-ce qui t'a incité, toi, à aller vers cette formule-là? Alors, c'était une école privée, mais qui avait un niveau master. Ok, d'accord. Ouais, je me suis peut-être mal exprimée. Oh non, pardon. Non, mais cool, comme ça permet de clarifier. Je voulais vraiment une formation complète, parce que j'avais vu qu'il y avait plein de formations en 2 mois, etc. Mais pour moi, ça ne donnait pas vraiment l'expérience du métier. Donc, je voulais vraiment une formation complète. J'en avais appelé plusieurs. Il y en avait 2 qui étaient restés dans mon cœur. Et après, ce qui a joué, c'est ce que aussi j'ai pu négocier avec l'entreprise. Yes. C'est ce qui a fait le choix entre les 2. Ok, super. Et donc, au sortir de cette année ou de ces 18 mois de formation, te voilà coach professionnel. Et un des aspects sur lesquels je voulais échanger avec toi, c'est la manière que tu as de structurer ta progression dans ton rôle de coach. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous présenter ça? Déjà, quand je suis sortie, pour moi, je suis bébé coach, peut-être même encore aujourd'hui. 5 ans plus tard, oui, je pense que je suis encore un peu bébé coach. Comment je fais ça? Déjà en pratiquant, en ayant du coaching. En fait, à ce moment-là, j'ai ouvert mon auto-entreprise pour pouvoir vraiment avoir du coaching tout au long de l'année. Parce que j'étais dans une ESN et on ne pouvait pas me promettre que j'ai assez de coaching dans l'année. Donc déjà, je me suis dit, ok, je vais avoir un format hybride et en vrai, ça me convient bien. Et donc voilà, avoir des coachings toute l'année, avoir de la supervision. J'adore ma superviseuse. Pouvoir échanger avec d'autres coachs également. Et puis, ce que j'aime bien, c'est les podcasts. Pouvoir écouter d'autres couleurs de coach, d'autres postures de coach, leurs expériences. Et aussi certains livres qui sont sympas. Ok. Et tu m'as partagé aussi en préparant l'épisode que tu avais un peu un fonctionnement de cycle sur lesquels tu mettais des focus assez forts sur des thématiques d'apprentissage. Comment tu pourrais nous expliquer ça? Alors, je ne savais pas exactement comment l'expliquer. Je pense que clairement, c'est dans ma personnalité. J'aime bien, je
je suis curieuse en fait. Je suis une personne curieuse, j'aime bien rajouter des compétences au fur et à mesure. Donc quand il y a quelque chose qui me plaît, je vais vraiment aller voilà, à fond, aller étudier le sujet, même s'il y a des sujets, bien sûr, on pourrait y rester toute notre vie, hein, bien sûr. Mais en tout cas, me sentir à peu près à l'aise, on va dire. Okay. Tout est relatif dans le à peu près à l'aise, parce qu'en ce moment, c'est la systémie et je ne suis pas sûre qu'un jour, je me sentirai réellement à l'aise, tellement c'est abyssal. Mais j'ai démarré justement avec le sujet des croyances. Donc ça a été mon premier focus et forcément ça faisait écho par rapport à l'anecdote de tout à l'heure. Ouais. Et puis je trouve que c'est ultra puissant, surtout d'aller challenger notre vision du monde, de pouvoir l'agrandir, voir d'autres angles, etc. Et après, en effet, je suis allée sur la systémie là, depuis 2-3 ans, je pense. Okay. Je suis pas mal sur la systémie, donc j'ai repris des formations et je trouve ça exceptionnel. En coaching, mais pas que, parce qu'en coaching d'équipe aussi, la systémie, enfin, moi, je trouve ça fou. Trop bien. D'ailleurs, j'ai en mémoire que tu donnes une masterclass sur la systémie dans les sommets du coaching et que ça avait beaucoup plu. Et moi, je suis curieux je parle souvent avec les étudiants de l'école de trouver ce juste milieu. Parce que je vois un peu un syndrome chez les gens qui débutent dans le coaching de empiler les compétences. Puis je sens pas ça chez toi, hein, justement, mais juste pour rendre ça. Et donc, comment tu fais pour trouver ce juste milieu entre le but du jeu, c'est quand même pas non plus que de faire empiler les compétences. Comment tu arrives à trouver ce curseur, toi? Alors, je sais pas si je suis allée chercher un curseur. Je pense vraiment qu'il y a un truc de quelque chose qui vient à l'intérieur de moi et qu'à des moments, j'ai envie de suivre. Ouais. Tu vois, typiquement, on parlait aussi du sujet du temps. On y viendra peut-être après, mais le sujet du temps, je l'ai pas investi pour le coaching. En fait, c'est plutôt, il y a des sujets qui me parlent et que j'ai envie de creuser parce que j'ai envie d'apprendre. Et puis, il y en a certains qui vont se relier à ma pratique du coaching. Il y en a peut-être d'autres qui vont se relier à la pratique, je sais pas, plutôt de consulting, tu vois, et d'autres qui vont être purement, pour moi, à l'intérieur de moi, tu vois. Ouais, carrément. Mais je trouve ça cool de nommer ça, en fait, parce que moi, je vois beaucoup, tu vois, je vois sur LinkedIn, on m'écrit beaucoup en me disant « Ah, Thomas, selon toi, je fais ça, je suis coach depuis 3-4 ans. Ce serait quoi les formations que je devrais absolument suivre, etc. » Et à la différence de ce que tu nommes, je sens pas que ça provient d'un élan de, tu vois, ça m'anime, je suis curieux, etc. Mais plutôt, il faut cocher des cases, tu vois. Et je trouve intéressant de nommer de partager que je ne crois pas que la légitimité ou l'expertise, elle s'obtient en accumulant des diplômes, etc. Effectivement, qu'il faut une formation et des formations très qualitatives pour sécuriser un socle. Et après, je pense qu'il y a beaucoup en fonction de qu'est-ce qui fait sens pour nous et de mettre beaucoup plus de pratique que d'empilation de diplômes, sauf si ça répond à un besoin qui nous est propre, pas forcément juste pour cocher des cases, quoi. C'est ça, c'est pas anticipé en fait. Ouais, il n'y a pas une stratégie de « Ah, je développe ça parce que… » Il y a des choses qui me parlent et j'ai envie d'y aller. Et pour rebondir sur ce que tu disais, tu vois, quand on débute, quand tu avances un peu sur ce chemin-là, je sais que moi, au début, pendant l'école, je m'étais fait des petites fiches Bristol. La bonne élève, tu sais. Avec plein de petits outils, des trucs qui marchaient super bien. Un peu, je m'étais fait 2-3 questions puissantes, des choses comme ça. Et je sais que mes premiers coachings, j'avais besoin d'avoir mes feuilles à côté, voire d'aller piocher dedans. Et puis un jour, je me suis juste dit, mais en fait, je vais les laisser dans un tiroir et voir ce que ça donne. Et tu vois, il y a ce truc où au début, je m'accrochais beaucoup à mes outils. Et après, je me suis rendu compte que des sessions où, entre guillemets, tu n'en utilises aucun de, tu vois, très formulé comme, tu vois, comme la théorie l'aurait écrite. Et en fait, tu vois, il y a le process et puis ça fonctionne, quoi. Donc de lâcher ça, je pense que ça a amené des sessions de coaching différentes. Ok. Qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique, le fait de, dans mon monde, ça ressemble te faire peut-être un peu plus confiance. Qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique? Je pense qu'il y a se faire confiance et du coup, ça gagne en fluidité aussi. C'est moins… Parce qu'en fait, quand tu as tes fiches, tu as un peu envie d'anticiper. Même si en même temps, je me disais, en fait, ça sert à rien d'anticiper parce que je ne sais pas avec quoi la personne va arriver aujourd'hui. Du coup, je sortais une dizaine de fiches en me disant, ça peut aller sur ces différentes directions. En général, je tombais plutôt bien, donc c'était intéressant de me dire, visiblement, vu les sujets qu'on a, ces trucs-là, ça peut coller. Mais oui, je pense se faire confiance et faire d'autant plus confiance au coaché. Tout simplement. Ouais, carrément. Moi, ce que j'observe là, c'est, il me semble que dès lors qu'on fait une place forte aux outils, aux pense-bêtes, aux notes, qui effectivement me paraissent très justes dans une démarche d'apprentissage au début, je pense qu'au bout d'un moment, ça nous sort de notre rôle. Tu vois, je pense qu'on prend une place trop grande, soit parce qu'on a un agenda, on estime que la séance, elle pourrait s'orienter vers ça,
ou bien que c'est ça qu'on pourrait utiliser comme question ou comme technique à ce moment-ci. Et effectivement, pour moi, il y a un truc qui se casse dans la notion d'émergence, de responsabilisation du client. Donc, ouais, trop bien. Merci d'avoir amené ça. Et tu l'as évoqué, l'autre pan de la conversation que je trouverais précieux d'explorer avec toi, c'est, moi, je suis assez impressionné par la capacité que tu as à plonger dans des sujets qui te passionnent. Donc, tu as évoqué que une de tes passions précédentes, c'était la notion d'engagement, puis le cadre que l'on peut mettre en entreprise autour de cette notion. Et puis là, récemment, tu t'es plongé dans le temps. Donc, moi, je suis curieux avant de plonger dans le temps, qu'est-ce qui est important ou à quoi ça contribue pour toi ou à quel besoin ça répond de prendre des sujets comme ça et puis de plonger littéralement dedans? Tu veux dire l'ensemble des sujets, c'est ça? Pas forcément le temps, mais temps. Ouais, qu'est-ce qui est important pour toi dans cette démarche-là? Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes pour moi. Il y a l'aspect contribution. J'aime contribuer, j'ai besoin de contribuer. Je suis une personne très engagée aussi du côté perso. Tu vois, pour tout ce qui est égalité, pour tout ce qui est aussi de l'environnement. Et donc il y a ça, il y a la volonté de contribuer, de pouvoir apporter des choses, des réflexions, tu vois, que les personnes puissent peut-être revenir, entre guillemets, habiter pour prendre leurs propres décisions. Tu vas sortir un peu du pilotage automatique. Ouais, je comprends. Donc il y a ce truc-là. Et le deuxième, je pense que c'est juste que je suis trop curieuse et que c'est clairement le même truc que l'astro, tu vois. Ouais, C'est aussi, je pense que j'ai été un peu formatée, parce que l'astro, j'ai quand même passé beaucoup d'années. Et j'ai appris à aller fouiller dans les études, à y passer des mois entiers. Du coup, c'est limite, entre guillemets, plus facile ou plus accessible que ce que j'ai pu vivre dans le passé en étant sur un sujet pendant plusieurs années. Ouais, et un sujet ultra précis, où en fait on n'est que 5 dans le monde à être sur ce sujet-là, tellement c'est précis. Ouais, j'entends. Alors que là, maintenant, je peux tout explorer. C'est trop chouette, tu vois. J'ai pas besoin de me dire, ce sera que cette petite chose pour tout le temps. Génial. Et ouais, moi, ça me parle, un truc autour de la diversité et la profusion, tu vois. Je trouve ça résonne, parce que moi, c'est quelque chose qui me nourrit aussi beaucoup, donc je comprends aisément. Et donc, dernièrement, c'est le temps qui a eu le pouvoir de t'attirer. La première question, elle est basique, mais pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir explorer ce concept-là? Il y a 3 éléments qui m'ont amené à explorer ce concept. Alors, le temps, c'est surtout notre rapport au temps. Je crois que j'ai pas vraiment d'autres mots pour envelopper tout le sujet. Je pense que je dirais rapport au temps. Il y a plusieurs choses. Alors déjà, il y a... j'ai envie de dire forcément. Pas forcément, mais en tout cas, pour moi, ce qui s'est joué, c'est un truc qui se passait déjà dans ma vie. Je me suis rendu compte que je vivais des cycles avec des moments d'épuisement. Et j'ai vu que c'était toujours au même moment. Enfin, vraiment que je rejouais une boucle. Et je me suis dit, ok, je vois que mon équilibre, il n'est pas très solide, quoi. Je me suis dit, à force de faire ça, peut-être qu'à un moment, je vais me prendre un mur. Voilà. Pour être honnête, en fait, j'ai eu peur un jour de me prendre un gros stop par mon corps qui me dit, mais en fait, c'est trop. Donc ça, c'est le premier élément qui m'a fait me dire, ok, c'est quoi mon rythme? C'est quoi mon rapport au temps? Voilà. Donc j'ai commencé à travailler sur moi. C'est grâce à ma superviseuse, justement, qu'on a réussi à mettre à jour ce cycle qui se rejouait et les besoins derrière. Et je l'ai aussi travaillé avec une psy. Super intéressant de faire les deux, je trouve. C'est des formats différents. Donc ça, c'est la première chose. Après, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Déjà, autour de moi, j'ai vu de plus en plus de personnes faire des épuisements professionnels. Donc je me suis dit, il y a un truc qui est en train de se jouer. J'entendais tout le temps des gens dire « j'ai pas de temps pour moi, je suis sous l'eau », mais alors à longueur de journée. Et du coup, je l'ai vu dans les équipes. Donc ça, c'est le deuxième point. Quand je me suis mise à observer, je me suis dit « mais en fait, il n'y a plus de place dans les agendas ». Plus on monte dans les échelons, les managers, c'est génial. Hein. À chaque horaire, ils ont le choix entre 3 sujets. Donc je me suis dit, ils sont où les temps de respiration, en fait? Donc il y a ça, ça s'enchaîne. Et le troisième point, c'est que j'ai été contactée il y a un peu plus de 2 ans maintenant par le TEDx de l'EM Lyon, qui m'a proposé en fait de venir donner un TEDx avec le sujet sur un fil. Et je me suis dit, l'équilibre avec le rapport au temps sur un fil, tu vois, je me suis dit, ok, ça fait sens. Et c'est là que je me suis dit, je vais vraiment plonger dans le sujet, pas juste pour m'aider moi, mais peut-être pour contribuer à ce que ça puisse faire une réflexion individuellement, mais aussi collectivement, tu vois, au niveau des organisations, et peut-être même plus grandement, parce qu'on sait qu'on est dans une société de l'accélération.
c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un sociologue qui s'appelle Hartmut Rosa. Et est-ce qu'on peut toujours accélérer dans un monde qui, tu vois, qui... Enfin, est-ce qu'on peut avoir une croissance infinie, tu vois, avec des ressources finies, finalement? Ouais, carrément, carrément. Et là, ça fait combien de temps à présent que tu es plongé dans ce sujet-là? Je dirais 3 ans. Ok. Et évidemment, en version méga condensée, moi, je serais intéressé après 3 ans, à te confronter sur ce sujet-là. C'est quoi les apprentissages principaux que tu ressors? Alors déjà, je pense que le sujet est clairement systémique. Donc tu vois, ça fait bien le lien avec la systémie que j'ai en parallèle. Tu vois, c'est vraiment mes 2 sujets, quoi. C'est systémique. Ça, en fait, notre rapport au temps, finalement, il y a 3 grandes parties. Je pense que c'est ça. On a notre temps perçu, donc c'est la manière dont il s'écoule, dont on le perçoit, tu vois. 1 heure, c'est peut-être pas la même chose pour toi, pour moi, mais surtout, ça dépend de ce qu'on est en train de faire, ça dépend de nos moments de vie, de quel âge on a. Donc, tu vois, il y a ça. Donc c'est se rendre compte que, voilà, qu'il y a déjà ça qui se passe et que suivant le type d'activité qu'on fait, ça joue. Typiquement, quand on fait du multitasking, on perd notre notion du temps. Et ça, il y a des études qui le montrent en neurosciences. Donc voilà, ça c'est un grand apprentissage, de se dire que ça vient vraiment jouer sur notre perception du temps. Okay. On a notre temps social, donc qui dépend de nos agendas, mais du pays dans lequel on est, de l'entreprise dans laquelle on est, enfin de notre environnement. Et ça, on peut avoir des actions dessus. Et ça dépend aussi de notre perception, de notre système de croyance, de notre vision du monde. Donc tout ça, moi, ce que j'ai appris, c'est de me dire, OK, on peut agir dessus à différents niveaux. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que aussi, vu qu'il dépend de notre environnement, en fait, il est très... j'ai discuté avec des sociologues et là, mon cerveau, il a explosé. Je me suis dit, OK, c'est aussi grand que la systémie comme sujet. C'est que ça dépend de où on a grandi, dans quelle famille, j'allais dire de notre genre, mais en fait, de ce qu'on peut vivre comme inégalité ou pas, ou comme privilège. On peut penser à la charge mentale, notamment des femmes. En fait, le rapport au temps, il n'a rien à voir. Donc ça, et au niveau des organisations, ça se travaille aussi. Donc ça, c'est mes grands apprentissages. Okay. On peut faire des choses dessus. Et pour moi, peut-être la première action à faire, c'est de prendre du temps, prendre 1 heure, 1 heure et demie, pour justement aller explorer son propre rapport au temps. Est-ce que le rythme que j'ai aujourd'hui, il me convient? Est-ce qu'il est soutenable dans le temps? À quoi j'ai envie de dire stop? Qu'est-ce que j'ai envie de réintroduire? Tu vois, des choses comme ça. Ouais. Et je sais pas justement si c'est ressorti de tes études, mais moi j'observe que en coaching j'amène beaucoup la notion de cycle et j'y vois et c'est quelque chose que moi je fonctionne beaucoup avec ça dans ma vie perso, dans ma vie pro, dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, et j'y vois une manière de tu disais tout à l'heure, en fait les gens, il y a beaucoup cette phrase de j'ai pas le temps. Moi, il y a peu de phrases qui m'horripilent plus que celle-ci, encore plus en coaching, tu vois. J'y vois une fuite de responsabilité, de pouvoir dans mon monde. Et j'ai l'impression que cette vision en cycle, elle nous permet justement de réactualiser ce qui est notre rapport au temps et qu'est-ce qui a du pouvoir, qu'est-ce qui a le mérite de pouvoir nous en prendre dans ce cycle-là. Je suis curieux de comment cette notion de cycle, toi, elle vit avec le rapport au temps. Alors c'est vrai que dans les études sur lesquelles je me suis appuyée, c'est pas forcément ce qui est ressorti. Enfin, je l'ai pas forcément pris sous cet angle-là, mais je trouve ça super intéressant. Vu que c'est un sujet systémique, dans la systémie, tu as des cycles qui se font parfois. Tu sais, tu as des boucles. Et quand ça reboucle, c'est intéressant. Après, ça implique de pouvoir déjà l'observer. Ouais, j'avoue. Tu vois, si tu l'observes pas, je suis pas sûre que ce soit vraiment un levier que tu puisses utiliser. Alors que si tu en as conscience, oui, pourquoi pas se dire, OK, comment je change le prochain cycle. Après, ce qui m'embête dedans, c'est de se dire, je vais pas le faire tout de suite, je vais attendre le prochain cycle. Ouais. Tu vois, alors que je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire tout de suite très concrètement. Ouais, carrément. Tu vois ? Carrément. Ouais, carrément. Mais moi, je me rends compte que, tu vois, il y a ça tous les 3 mois dans mon agenda, là. Il y a le cycle dans lequel je suis. Et tous les 3 mois, je me pose la question de quel était le nom du cycle que je viens de quitter. Ah, trop bien. Quel est le nom du cycle dans lequel je rentre? Quels sont les besoins qui étaient inhérents au cycle précédent? Quels sont les besoins inhérents au cycle dans lequel je rentre? Et quels sont les deuils que ça m'invite à faire? Et donc, pour moi, c'est ce qui m'amène justement à essayer d'avoir un rapport le plus conscient à la manière dont j'utilise mon temps. Oui. Donc, tu vois, un des exemples marquants, je me rappelle je suis quelques semaines, mois avant d'ouvrir mon école de coaching. Clairement, je m'en rappelle que le nom du cycle que je lui avais donné, c'était le nom du cycle « Je bourrine ». Tu vois. Et donc là, il y avait
j'ai un besoin d'efficacité, de production, de travail. Et donc, le deuil, c'est j'accepte que pendant cette période-là, je vois moins mes amis, je sors moins, etc. Il y a moins de temps avec mon épouse. Est-ce que c'est soutenable? Pas du tout. Mais à minima, je suis capable de me dire c'est un 2 mois et je fais un choix conscient que c'est ça qui va se passer. Et après 2 mois, je me rappelle c'est un cycle de chill. Je l'avais appelé comme ça. Je me rappelle, il était écrit au-dessus de mon ordi. Et là, je me rappelle, les besoins, c'est prendre soin de moi, prendre soin de ma famille, etc. Et je fais le deuil il y a des projets pro qui vont avancer fort, fort. Donc, moi, je trouve une stratégie qui m'amène à poser un regard un peu plus conscient, en tout cas, sur la manière dont je structure mon rapport au temps. Mais j'adore. En fait, j'adore ce que tu dis et j'imagine que tu peux le faire parce que justement tu te connais et parce que tu es déjà allé chercher quelles sont tes limites, quel est ton fonctionnement, etc. Donc tu vois, le premier exercice que je disais, c'est déjà pouvoir détecter ses limites, comprendre son fonctionnement, etc. Et une fois que tu as ça, en effet, tu peux après, finalement, ce que tu viens de dire, c'est la continuité de l'exercice. Après, toi, tu le vois sur 3 mois et peut-être des personnes qui le voient sur 1 an. Absolument. Mais tu vois, tu dis sur ces 3 mois-là, c'est pas soutenable, mais un rythme soutenable, c'est parce qu'il est plus grand. Et tu vois, derrière, tu as eu un cycle chill. Oui, exactement. Donc, est-ce que dans l'entièreté, finalement, tu n'as pas quelque chose de soutenable? Je crois que si. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce que tu décides de faire de manière consciente. Et tu l'as bien dit, le mot en conscience. Et en lien avec moi, c'est une thématique sur laquelle, pareil, je trouve il y a tellement de trucs à dire. Et en plus, en tant que coach, c'est quand même souvent un sujet sur lequel on nous questionne, que des clients amènent. Je sais pas quelle est ton expérience, mais moi, j'ai peu de clients qui ont un rapport conscient, pacifié, soutenable au temps. Donc, c'est souvent une thématique en plus sur laquelle on peut coacher. Et en lien avec ça, je suis curieux de ton regard sur la notion d'équilibre. Moi, c'est une question qui me challenge beaucoup. Je suis curieux de... Qu'est-ce que c'est pour toi l'équilibre? Est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est vertueux? C'est quoi ton regard là-dessus? Ah ouais, c'est pas une petite question. Bienvenue. J'ai pas la réponse, évidemment. Je suis curieux de ton regard à toi. C'est une bonne question. Mon regard sur l'équilibre. Je pense qu'en effet, il est très personnel. Et on revient sur l'histoire de conscience et de se connaître. Donc en soi, à mon sens, en tout cas là, quand tu me le poses comme ça à chaud, je me dis que si on a une bonne connaissance de soi, nourrir justement l'équilibre, ça me paraît plutôt sain, dans le sens de se dire, justement, pour nourrir mon propre équilibre, de quoi j'ai besoin, à quel moment, et à quel moment je fais le choix de peut-être justement accélérer, quel moment je fais le choix de régénérer, entre guillemets, tu vois, d'avoir ce temps de pause, et peut-être aussi comment il se traduit à différentes échelles. Tu vois, tu m'as parlé de l'échelle des 3 mois. Moi, je me dis, à l'échelle d'une journée, c'est quoi? À l'échelle peut-être du cycle de la personne et peut-être à une échelle un peu plus grande que son propre cycle. Ouais, imaginons que ton cycle, c'est 6 mois, tu te dis peut-être sur 1 an, pour voir comment ça s'inscrit plus grandement. Et pour moi, dans l'équilibre, je vois aussi sa propre santé physique et mentale. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que parfois on est... en tout cas, moi, je peux être beaucoup dans ma tête. Et je me dis, en fait, comment je reviens aussi dans le corps. Et ne pas l'oublier. Et dans l'équilibre, moi, j'entends aussi revenir dans l'intégralité. En tout cas, c'est comme ça que je le traduis. Trop chouette. Ouais, ça me parle. Ouais, merci. Ça me donne un autre regard parce que j'avoue, je l'ai un peu en horreur, moi, ce mot. Ou en tout cas, mon expérience, c'est que ça a été quelque chose d'assez violent pour moi. Parce que, en fait, chercher à mettre de l'équilibre, ça a été violent. De me dire que en fait, ma vie, elle doit être aussi pro que perso. Pour moi, c'était très dur parce qu'il y a des moments où ça exigeait qu'il y ait beaucoup plus de temps de famille ou de couple. Et donc, c'était violent de chercher à mettre du taf là-dedans. Et en contrepartie, il y a des moments où c'était très aligné. On reprend la sortie de l'école, le démarrage de l'école. C'est très aligné, en fait, que ce soit déséquilibré. Parce que c'est choisi. Et donc, moi, j'avoue, j'y ai préféré depuis quelques années maintenant. Je préfère le terme d'harmonie. Parce que pour moi, par exemple, c'est harmonieux que par moment, il y ait plus de travail que de perso dans ma vie et que l'inverse. Donc, sur cette notion-là, en tout cas sur pro-perso, je préfère harmonie. En tout cas, merci. Parce que ce que tu m'as amené, par contre, c'est venu changer la manière dont je regarde ce concept d'équilibre. En fait, je viens de comprendre que quand tu disais équilibre, c'était équilibre pro-perso. Entre autres, ouais. Moi, je l'ai pris vraiment globalement, okay. Tu vois. Okay. Parce que là, tu vois, j'étais presque étonnée quand tu me disais que ça a été quelque chose de violent pour toi. Alors que ce que tu me partageais avant, je voyais une forme d'équilibre. Ok. Mais en fait, je viens de comprendre que tu disais pro-perso. Entre autres, ouais, carrément. Donc, je pense que j'ai répondu à côté de ta question, mais ça reste mais c'est cool parce que moi, ça m'a amené à une autre manière de le regarder. Donc, trop bien, je prends. Et justement, en lien avec ça, le fait que tu te sois confronté aussi intensément à ce concept-là,
Je suis curieux de quel impact ça a eu sur ta pratique de coach, s'il y en a eu, de toi à toi déjà, et puis aussi dans ce que tu peux amener, offrir à tes clients. Alors sur ma pratique de coach, je sais pas si ça, je saurais pas vraiment dire les impacts que ça a eu, parce que je pense que les impacts ils sont sur ma vie en général. Donc forcément que ça a impacté qui je suis aussi en coaching, mais c'est de remettre plus d'espace, pardon, à ma santé cognitive. Je te parlais tout à l'heure du multi-switching, tu vois, le multitasking, etc. Ça, pour notre cerveau, c'est pas top top. En tout cas, si on en fait beaucoup, c'est pas top. Donc, j'ai réappris à remettre du vide. Et d'ailleurs, je me permets d'y venir au passage aussi parce que c'est vraiment un conseil. Tu vois, s'il y a une seule action pour moi à mettre en place sur le rapport au temps, c'est de réussir à mettre des 5 minutes de vide dans nos journées. Okay. Même une fois par jour, mais 5 minutes de vide. Ça veut dire pas écouter la musique ou faire la vaisselle en même temps. C'est 5 minutes où tu peux juste respirer, observer le paysage ou juste partir dans tes pensées. Et en fait, ça, c'est vachement bien pour le cerveau. Ou aller marcher dehors, ça marche bien aussi. Donc ça, tu vois, j'ai remis peut-être plus de choses dans ma vie par rapport à ça. Donc je pense que ça crée quelque chose dans ma posture dans le coaching. Après, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'éléments aussi pour les personnes qui viennent avec des sujets liés au temps. Je pense à un manager, tu vois, qui était chef, assez haut placé, et du coup, il était demandé dans tellement de réunions qu'il pouvait plus faire. Il pouvait plus rien faire, en fait. Et tu vois, de recréer des espaces de vide dans son agenda pour lui, pour sa réflexion, pour pouvoir discuter avec les personnes, etc. Le fait aussi d'avoir des choses qui sont appuyées par des études, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de comprendre comment fonctionne notre cerveau, et donc ça peut donner des petits outils en plus. Donc je pense que ça a joué aussi dedans. Ouais, merci. Moi, ce que je retiens de ce que tu partages, Alban, c'est quand même comment, en tant que coach, je pense que ça augmente l'impact qu'on peut avoir sur un client que de s'être plongé nous-mêmes dans ce sujet. Et pas forcément avec l'intention de, évidemment, conseiller ou de dire, tiens, fais ça, mais juste, moi, j'observe que je fonctionne un peu comme ça, l'argent, la confiance, le temps, prendre soin de soi. Je me rends compte, le corps, je me rends compte que le fait de m'être questionné sur mon rapport à moi sur ces sujets-là et d'avoir cherché à mieux comprendre, eh bien, ça éclaire différemment la manière dont je vais questionner ensuite mon client, parce que je vais avoir des pistes de « Tiens, c'est vrai que sur cet aspect-là, on pourrait ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est quoi ton rapport à ça, etc. » Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais moi, je trouve que ça change la manière dont je questionne et dont je coach sur les thématiques, en tout cas. Oui, tu mets le doigt sur un point super important, en effet. Sur le questionnement, ça apporte des choses très complémentaires. Oui. Trop bien. Super. Et pour aller dans le dernier pan de la conversation, il y a un aspect, moi, sur lequel j'avais très envie de t'entendre, puisque depuis plusieurs années maintenant, tu as mis un focus particulier sur la conférence. Et moi, il y a plusieurs angles autour desquels je voudrais te questionner là-dessus, parce que j'y vois un lien et une activité qui sert aussi ton coaching. Donc, avant d'aller là-dedans, je suis curieux de comment la conférence, elle est venue dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y mettre? Oui. Alors, il y a 2 choses, je pense, qui m'ont donné envie de m'y mettre. On parlait au tout début. Par contre, tu as des choses qui ont fait tilt, tu vois. Et il y a une des choses qui a fait tilt, que je n'ai pas évoquée. C'est la première fois que je suis allée en Agile Tour. Quand je n'étais pas encore coach Agile, quand je cherchais mon mentor, je suis allée à Agile Grenoble. C'était mon tout premier Agile Tour, tout premier Agile Grenoble. D'ailleurs, c'est là que j'ai trouvé mon mentor. Et en fait, c'est la première fois que j'allais à des conférences sur l'agilité, parce que moi, les conférences que je voyais avant, c'était de recherche. Donc, c'est quand même pas la même posture. Et je sais que j'ai eu un tilt. Je me suis dit, c'est génial de pouvoir faire passer des choses, justement, de pouvoir approfondir des sujets, de pouvoir créer du lien. On y revient sur ce qui me tient à cœur aussi, parce que ça permet clairement de créer du lien avec des personnes, ça ouvre la discussion. Donc, il y a eu ça, et il y a eu un truc, tu vois. Donc, ça, c'est le premier point. Je me suis dit, OK, ça m'a fait un peu comme... je ne vais pas dire que j'étais fan des personnes, mais tu vois, je ne sais pas comment dire. Un truc, je me suis dit, ça a l'air trop chouette, un jour j'ai envie de faire comme eux. Tu vois, un truc comme ça. Et le deuxième, c'est que je suis arrivée dans le monde du coaching agile et du coaching pro assez jeune. Et en fait, je suis une femme, et je suis toute petite. Les personnes ne le savent pas forcément, mais je suis toute petite, je suis toute fine. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas forcément écoutée en entreprise.
Oui, bah, c'est pas parce que je suis toute jeune et toute fine et toute petite que je suis fragile. Parce qu'on me mettait beaucoup une étiquette de fragilité sur moi. Je sais pas vraiment pourquoi, enfin de douceur et de fragilité, tu vois. Alors que j'ai quand même eu un parcours de vie avec pas mal de choses assez jeune, donc je suis quand même assez robuste en vrai. Ok. Tu vois, mais on me voyait, on me projetait beaucoup ça sur moi. Et que j'allais me faire écraser forcément par les équipes. Du coup, je pense que la conférence, je le voyais aussi comme une manière de gagner en légitimité parce que mine de rien, dès que tu montes sur scène, les gens posent un regard différent sur toi. Ouais, je peux que aller dans ton sens. Enfin, j'ai la même expérience, donc ça me parle énormément. Et ok, c'est une chose de dire un jour je voudrais faire comme eux. Moi, je suis curieux de comment on s'y prend. Et puis, si je peux me permettre, d'autant plus, tu l'as nommé, donc je me sens à l'aise de le partager. Quand on est jeune, quand on est une femme, ça a été quoi, toi, ton chemin et la manière dont tu t'y es pris pour avancer vers donner des confs? Je pense que je fais le protocole un peu que je fais toujours. D'abord, je vais m'informer, je demande conseil. Si possible, je trouve des mentors. C'est un peu finalement mon pattern récurrent. Donc j'ai fait ça. J'étais à ce moment-là dans une communauté de coach agile en interne de la boîte où il y avait déjà des speakers. Donc quand j'ai commencé, je leur ai demandé conseil, qu'ils relisent mes pitchs, qui m'aident dessus. Ensuite, j'ai commencé aussi à donner des conférences en interne de l'entreprise. Et j'ai été co-organisatrice d'un événement qui était sponsorisé par l'entreprise et où j'ai pu donner ma première conférence avec du public externe. Donc ça a été les premiers pas. Puis après, je pense, c'est ce que je conseille, c'est de répondre à des CFP, donc des Call for Paper. Donc c'est des conférences qui vont récupérer tous les sujets, les filtrer, puis choisir qui y aura au programme. Alors au début, on prend des noms. Moi, j'ai pris plein de noms au début. Alors, il y a des personnes qui sont prises tout de suite et c'est génial. Mais moi, en tout cas, j'ai pas été prise tout de suite. Donc, j'ai persévéré. Et puis, une fois qu'il y a un premier Agile Tour qui m'a fait confiance, et puis ça a continué au fur et à mesure. Bon, là, tu le dis en plus, genre de manière très modeste, mais ce qu'on nomme, ça a continué. Aujourd'hui, il y a plusieurs TEDx que tu as donné. Tu donnes plein de keynotes. On se voit là à Genève dans le cadre où demain, tu donnes la keynote de l'Agile Tour. Donc, oui, ça a plus que suivi son chemin. Ça a quand même, ça a pris une ampleur significative quand même pour toi. Alors, pour être honnête, j'ai taffé de ouf. Enfin, soyons honnêtes, tu vois, c'est ces trucs de tilt où je me dis, j'ai un plan et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que j'avais ce rêve un jour de pouvoir donner une keynote, mais surtout j'avais le rêve de pouvoir donner une keynote à Agile Grenoble, parce que c'est là où tout a commencé pour moi. Premier Agile Tour, je suis née à Grenoble aussi, tu vois, il y avait quelque chose. Et je me suis dit, ok, il faut que je m'améliore pour pouvoir un jour être prise à Agile Grenoble en tant que keynoteuse, ce qui a été le cas du coup l'année dernière. Bravo. C'était vraiment, non, puis c'est un bel, je veux dire, c'est un très gros, c'est une grosse conf Agile de Grenoble, donc je veux dire, il y a une forme de reconnaissance et d'accomplissement dans le fait d'être keynote chez eux. Oui, en plus, je crois que c'est un des plus gros Agile Tours de France. Non, bravo, donc, c'est clair. Ouais, bravo. Et pour ça, j'ai été, si on va dans le détail, j'ai été coachée aussi des coachs en art oratoire. Aujourd'hui, je coach moi-même sur ces sujets-là et je trouve ça trop fou, c'est trop génial. Les TEDx m'ont énormément appris parce qu'en fait, toi, tu as fait l'expérience aussi. Quand on donne un TEDx, déjà, c'est quasiment, je sais pas combien toi t'as de passé, mais c'est entre 6 et 9 mois de travail. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Normalement, tu as un ou une coach attitré, qui coach d'autres personnes aussi. Mais du coup, c'est ultra formateur. Ouais, j'avoue, c'est une école de ouf. Ouais. Tu travailles ta voix, tu travailles ta posture, tu travailles ton écriture. Ouais, c'est clair. Donc voilà, petit à petit, ça a donné ça. Donc pour les gens qui veulent, qui envisagent la conf, toi, tes conseils, c'est mentor, en donner le plus possible, travailler aussi, ça se travaille, l'art oratoire, tu l'as dit, puis ne pas hésiter à se faire accompagner. Enfin, moi, j'ai la même expérience que toi, donc c'est pour ça que je suis à l'aise de le partager aussi. Donc ça, c'est ça. Et j'avoue, j'ai l'impression que TEDx, je le vois comme un truc de... Enfin, moi, ça a vraiment... je sais pas, le truc, ça a formaté, un peu formé ma manière d'être sur scène, etc. Moi, ça a été très formateur. Donc, je vois comme une forme d'école. Un grand TEDx. On va s'envoyer des fleurs et tout. Ça, et pas hésiter à demander conseil aussi. Ouais. Il y a plein de fois, par exemple, je suis pas très forte pour faire des choix. Tu vois, par exemple, j'ai 3 titres. Franchement, je galère. Moi, j'envoie dans des groupes, je fais voter les gens. Tu vois, pas hésiter aussi à, je sais pas, à donner de la place à des personnes extérieures. Ouais, carrément. Et moi, c'est ce qui m'a fait c'est ce qui m'a fait faire des steps en termes de prise de parole en public significatifs et
Et pourtant, moi, ça a été douloureux. Je me rappelle de Marielle, qui était ma coach incroyable. Et je me rappelle de sessions de répétition dans son studio où je pleurais. Ah oui. Ouais. Je pleurais parce que c'était dur, j'y arrivais pas, c'était des sujets qui me touchaient, etc. Et elle savait mettre le doigt, tu sais, genre ça va pas trop, Thomas, tu vois, c'est ça qui te manque, ou c'est ça qu'il faut faire plus, etc. Et j'ai l'impression d'avoir fait des bons dans ma manière d'être sur scène. Donc ouais, je peux que inviter. C'est pas très confortable toujours, mais pour moi, ça a été fou. Un truc pas confortable, peut-être qu'on évoque pas souvent quand on dit comment devenir speaker ou speakeuse, c'est les feedbacks. Souvent, enfin, je sais pas après dans d'autres types de conférences, mais souvent à la fin, on a un QR code où les personnes peuvent donner du feedback, surtout de manière anonyme. Quand on s'est autant donné, autant préparé, qu'on a mis son cœur dedans, qu'on est vulnérable en montant sur scène aussi, qu'on partage des choses de soi, c'est vrai qu'il y a certains feedbacks qui peuvent être rudes aussi à recevoir. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, ça, j'en ai tellement en tête que j'ai. Voilà, moi j'en ai eu un qui m'ont fait mal. Je m'en rappelle encore et je me revois. Enfin, je vois exactement comment c'est marqué sur l'écran et tout. Ça m'avait. Voilà, donc peut-être aussi pour les personnes qui ont envie de se lancer, de se dire voilà, c'est pas forcément personnel. Alors parfois, ça peut être très personnel. Hein. Moi, j'ai déjà reçu une attaque. Il y a 8 fois mon prénom dans le commentaire. C'était très personnel. Mais que ouais, ça force à travailler sur soi aussi. Et le dernier point sur la notion de conférence, et puis on se dirige gentiment vers la fin de l'épisode, mais moi je suis curieux aussi de, si on parle d'un point de vue bassement pragmatique, moi je considère aussi que c'est très puissant en matière d'attraction et d'acquisition. Moi j'ai vraiment l'expérience de la plupart de mes conférences génèrent des gens qui sont intéressés par du coaching ou par d'autres conférences. C'est quoi ton expérience sur à quel point ça nourrit aussi ton activité de coach ? Oui, totalement. Alors, surtout mon activité de consultante aussi. Okay. Enfin, un peu les deux. Ouais. Parce que oui, j'accompagne aussi en entreprise, tu vois, sur des temps plus longs. Enfin, on peut le mettre dans le coaching, parce que c'est aussi du coaching d'orga. Ça, oui, clairement. Je pense que ça permet à des futurs clients de voir notre posture, d'apprendre des choses sur nous, parce que ça dit beaucoup de nous, les conférences. Donc, très clairement, moi, ça m'a permis de trouver mes missions et de pouvoir matcher avec les personnes. Parce que du coup, tu peux discuter après, ça crée ce lien-là. Et tu vois si en effet, c'est un endroit où tu peux aller, où tu seras bien aussi, parce que ça va dans les deux sens. Ouais, carrément. Donc, très clairement. Et après, alors, il n'y a pas que la conférence, et toi non plus. Il y a le podcast. Parce que du coup, moi, j'avais aussi un podcast et bientôt un nouveau. J'en avais un, moi, sur des parcours de femmes. J'ai pas vraiment fait de promo dessus, mais voilà, qui s'appelle Pouvoir d'étoiles et qui permet de rencontrer aussi plein de personnes et de peut-être faire écho à d'autres choses. Et là, bientôt un sur le temps, donc on verra ce que ça fera grandir. Après, pour le coaching pro, je pense que ça ouvre aussi des choses, mais j'ai l'impression que c'est plus le bouche à oreille quand même qui fait. Ok. Je sais pas. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, ça a généré un peu pareil. Ça a généré des mandats en entreprise et des mandats en individuel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon expérience, ça reste que dans le monde d'aujourd'hui, avoir un contexte dans lequel tu as l'attention pleine de 300 personnes, 500 personnes, peu importe, pendant 50 minutes, c'est un hack absolu. En fait, je veux dire, la guerre de l'attention, je veux dire, être capable d'avoir des gens qui vont te suivre dans ton cheminement de pensée, dans ta manière d'être, de voir le monde, etc., pendant 50 minutes, c'est un contexte ultra privilégié pour que les gens puissent avoir accès à toi. Donc, pour les gens qui se lancent dans le coaching ou qui sont dans le coaching, je trouve que c'est vraiment une activité complémentaire qui complémente hyper bien la pratique de coach, que ce soit d'orga ou individuel. Donc, que vous encourager. Suivez le parcours d'Alban. Alban, merci beaucoup. On arrive gentiment à la fin de cet épisode. Et moi, j'ai pour habitude de te partager une liste de questions auxquelles je m'attends à des réponses courtes, pas forcément besoin d'expliquer. C'est prêt pour toi ? Allez. Ok. Première question. Si tu pouvais poser une question puissante à qui tu veux, quelle serait cette question et à qui la poserais-tu ? Alors, pour répondre, il y a 2 questions. La première, c'est plutôt aux leaders et même aux dirigeantes même politiques. C'est qu'est-ce que ferait une société soutenable dès demain ? Et j'en ai une autre quand même pour les personnes qui nous écoutent. C'est quand la dernière fois où tu as senti que tu t'étais choisi toi ? Merci. Un plaisir coupable que tu assumes totalement. Je suis pas sûre que j'ai de plaisir coupable, mais peut-être ça peut l'être pour d'autres personnes. Moi, j'adore le week-end faire des moments ultra cocooning.
Ok. Genre vraiment, je vais être dans mon plaid, ma tisane, lire un livre ou être au téléphone avec quelqu'un ou en présentiel avec quelqu'un que j'aime bien pendant 3 heures, voire toute la journée et ne pas sortir. Ok. Ça roule. Un livre, un film ou une œuvre qui t'a marqué dans ton chemin de coach? Il y a un livre qui m'a remarqué au tout début, c'est 12 conversations réfléchies, où c'est différents coachs qui donnent des bouts de session et après ils les analysent. C'est super intéressant et ça m'a aidé à revoir des choses de posture au début, pendant et à la fin des sessions. Ok. Si tu avais une journée totalement libre pour toi, tu la passerais comment? Franchement, j'ai envie de challenger sur cette question. Je sais qu'il faut répondre rapidement, mais ça veut dire quoi libre? Hmm. Ça veut dire quoi libre pour toi? Ce que ça veut dire pour toi. Moi, je suis curieux de... Parce que moi, j'estime qu'elles sont déjà libres, en fait, ou pas, ça dépend ce qu'on suit avec le déterminisme, tu vois. Mais du coup, pour y répondre, je vais me dire libre du temps. Ça veut dire que j'ai aucun créneau dans la journée. Mais je pense qu'elles vont être assez similaires, c'est que je vais avoir plutôt du chill le matin et plutôt de la créativité l'après-midi. Ok. Un rêve ou un projet un peu fou que tu aimerais réaliser un jour? Alors je pense qu'il y en a un, je suis en train un peu de le réaliser vu que j'ai écrit un livre sur notre rapport au temps, mais que j'aimerais réaliser un jour. Euh, je pense que j'aimerais bien créer une forme de collectif, tu vois, ou un groupe où on pourrait cheminer ensemble sur le leadership, justement sur le rapport au temps, peut-être sur la robustesse aussi, tu vois, ces Hmm. sujets-là. Je sais pas si ce serait une sorte de leadership soutenable, je sais pas, Mhm. tu vois, le nom, mais quelque chose comme ça pour incarner, tu vois, tu disais de bien se connaître, tu vois, de vivre les choses, donc être incarné et faire les choses en conscience, comment ça peut jouer justement autour de nous Hmm. et à l'intérieur de nous. Donc quelque chose comme ça, tu vois, mais c'est pas clair encore. Trop bien. Un souvenir d'enfance qui te fait sourire rien qu'en y repensant? Oui. Quand j'étais petite, j'ai eu un chat qui s'appelle Étoile. Tu vois, ça Hmm. vient de très longtemps. Je pense que je devais avoir 8 ans. Et en fait, je l'ai eu chaton. Et l'hiver, il y avait de la neige. Et du coup, je lui ai fait découvrir la neige. Hmm. Et vu qu'elle avait froid, je l'ai mise dans mon manteau avec juste la petite tête qui dépasse, Hmm. tu vois. Et je l'ai ramenée. Et elle était trop belle. Et enfin, être coach professionnel en un mot, ça veut dire quoi pour toi? Le mot que j'ai choisi, c'est côté. C'est être à côté, c'est pouvoir faire un pas de côté, c'est pouvoir, tu vois, élargir la vision du monde. Donc, mon mot, ce sera côté. Super. Alban, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de te laisser filer, moi j'aime bien conclure avec ça. Si tu avais une invitation pour les personnes qui nous écoutent, quelle serait-elle? Ah, c'est une bonne question. Une invitation pour les personnes qui écoutent? Ouais. Je vais rester sur le fait de réussir à remettre du temps pour soi et des temps de vide, donc des 5 minutes. Pour moi, c'est game changer, juste de mettre 5 minutes par jour de respiration et de rien. Et juste voir ce que ça va donner. Super. Alban, un très grand merci, très belle suite à toi et à très bientôt. Merci. Merci à toi.